Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin aujourd'hui, on va parler Ethereum aujourd'hui. Nous sommes arrivés sur une zone théorique de distribution, on va en parler dans cette vidéo, une fractale par rapport à 2019, notamment à 2015. On avait fait ce travail-là il y a un peu plus d'un mois et demi. La weekly, notamment de la King June, donne le signal. La Chikou, pardon, donne le signal. On va en parler dans cette vidéo. Également, quelques news extrêmement intéressantes. Je vous donnerai une vision très personnelle, peut-être un petit peu brutale, mais ça reste toujours mon avis. Et on finira sur un fait. La campagne présidentielle américaine semble avoir débuté. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi. Trouvez votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Également, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à rejoindre l'Académie des rois. Le lien sera en description. Vous avez toutes les informations et une vidéo qui parle un peu plus de moi. Donc, juste par curiosité, si vous voulez cliquer sur ce lien-là, c'est toujours intéressant d'en découvrir un peu plus sur Hermès. On commence tout de suite avec Bitcoin. Bon. Target de JP Morgan, pour l'instant, c'est haussier. Les options côté strike price, félicitations à Bitcoin, puisqu'on est resté au-dessus des 40 000 $. J'avais un doute à ce sujet-là. Je rappelle que la dernière fois que ce type de situation s'était produite, c'était lors du crack de Terra Luna, mais plutôt question put ici et non pas les calls. Donc la dernière fois qu'on avait eu en fait ce strike price, mais plutôt vendeur à l'époque qui avait été complètement pris, donc c'était, je ne sais plus à quelle époque, mais il y avait quand même des grosses expirations d'options. On avait d'ailleurs cette target pour essayer d'aller chercher le premier arrêt sur ce maxing price. Finalement, on n'y a pas réussi et ça a continué à dégringoler assez farouchement. Dès lors, au même titre qu'à l'époque, on ne s'oppose pas à la baisse et on n'essaie pas d'acheter le couteau qui tombe, au même moment, et je vous parle avec la plus grande fermeté, on n'essaye pas de vendre ce mouvement. C'est exactement la réciprocité. À chaque fois, il se passera toujours quelque chose. C'est assez simple. 20% en tendance, ou en flux, ou en extension, et 80% en range. Donc on attendra exactement la même chose. Ça reviendrait exactement au même de vous inviter à acheter un petit peu trop prématurément là-dedans, ou là-dedans, ou là-dedans. Attendez bien vos confirmations, attendez bien vos premiers signaux de retournement et d'inversion. Parce que ce qui se passe dans la quasi-totalité des cas, c'est qu'on se retrouve dans une phase soit de distribution, soit dans une phase d'accumulation, en somme, un range, tout simplement, avec des potentielles déviations, d'effets caout et réintégration. Mais on évite d'acheter ce genre de choses. Au même titre qu'on évite de vendre debout sur la table, ce type de choses, évidemment. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas arrivé au top, mais encore une fois, actuellement, rien ne l'indique. Bon, on va parler de tout ça. Je trouvais ça vraiment intéressant d'essayer de faire un petit chemin entre Ethereum et Bitcoin, mais c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes, et on commence ici, avec Bitcoin. Bon, vous avez 80% de chance d'aller... je ne vais pas dire 80, je vais dire 72% de chance. C'est les dernières estimations que nous avions eues sur différentes fractales et différentes backtests que nous avions eu. Alors, c'est plus d'une centaine de backtests allègrement validés sur des para-range. Lorsqu'on vient à breaker et à clôturer au-dessus de ces para-range ou ces middle para-range, vous avez 73% de chance d'aller visiter le haut de ce para-range. Donc, beaucoup parlé des 48 000, 49 000. Moi, je parle même des 52 000 $. Potentiellement, on pourrait les faire un petit tour. Je vous le dis en toute franchise, puisque vous avez les statistiques de votre côté. Dès lors, si vous voulez plutôt jouer quelque chose, notamment à levier, pour être tout à fait honnête avec vous, je privilégierais plutôt des longues très serrées. On ne met pas all-in, on met 0,3, 0,4% du capital trading, mais je viserais plutôt des longues ici. J'avais des shorts de couverture, je me les ai fait éclater, c'était avec mes confirmations qui sont très personnelles. Maintenant, je fais en fonction de ce que je vois, pas en fonction de ce que je crois. On ne garde pas des billets baissiers parce que ça monte trop vite. On ne garde pas des billets baissiers alors qu'on a eu des invalidations. Évidemment. Donc on joue en fonction de ce que l'on voit, quels que soient les time frames que l'on vise, et on va potentiellement aller chercher ce haut de para-range sur les 49 000 $. Ce qui est intéressant, c'est alors on peut l'arrondir à 50 000 $. Ce qui est très intéressant, c'est également en fait la trendline. C'est assez fort en fait de le retrouver comme ça. C'est assez dingue d'avoir cette espèce de para-range ici, ou ce biseau ascendant. Et d'ailleurs, on fait exactement l'équivalence et on retrouve pareil. Donc c'est très Fibonacci parce que ça se reproduit partout. Allez savoir, mais ça fonctionne plutôt très bien. Et on arriverait en fait sur cette magnifique confluence et ça devrait à ce moment-là bloquer. Donc ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'on voit en fait des longs qui continuent à prendre des profits. Ici, on l'avait vu ensemble. Généralement, ça se passe pas très bien.
bah, le coup a plutôt bien été joué, hein. On a fortement acheté des bitcoins pour pouvoir déplacer le cours, donc téléguider le prix ici. On peut éventuellement parler de manipulation. Ces manipulations seront donc constatées sur des réintégrations. Mais on ne peut pas parler ici de manipulation, ça va trop vite, ça va trop haut, donc ça va obligatoirement réintégrer. Non, on ne le voit pas, donc on ne peut pas le jouer. Hein, si on veut jouer quelque chose ici de baissier, on attendra bien sûr ces confirmations et ces hypothétiques réintégrations. On voit exactement la même chose sur Deribit. Hein, alors, pas sur Deribit, sur Bitfinex, pardon. Bitfinex, c'est exactement la même chose. On continue en fait à liquider du long ici. En fait, on clôture, pas liquide, on liquide des bears, mais on clôture des longs. On distribue tout simplement. Et là, ce sont des wilds, hein, ce ne sont pas des petits, hein, ce sont des très gros portefeuilles. On l'a vu également ensemble, d'ailleurs, cet indicateur-là, que vous pouvez retrouver, un Bitfinex long, on le regarde très régulièrement, juste ici, hop, je vais vous le mettre ici en jaune, je ne sais pas si vous le voyez bien. Bah, on continue, puis généralement, on voit ces fractales-là. Quand on va tout le temps, on est plutôt sur des bottoms de marché, et quand on continue à distribuer, on a des magnifiques mouvement violent, plutôt haussier. Et on a encore de la place pour pouvoir aller distribuer tranquillement nos longues. Et je pense que les 48 000, 50 000 $, voire 59 000 $ serait un bon point pour éventuellement regarder cette courbe-là et observer cette courbe-là complètement se dégrader. Et à ce moment-là, on pourra dire, ah bah peut-être que c'est le top et on aura une forme de consolidation. Bah évidemment, il y a toujours de la consolidation, il y a toujours une forme de respiration, une diminution de la volatilité. Et à ce moment-là, choisissons notre camp. Actuellement, bah, c'est plutôt haussier. Et donc, je ne m'y personnellement opposerai pas à ce type de situation. Donc ça, c'était plutôt côté boule. Côté bear, est-ce qu'on voit des choses? Bah non, je vois strictement rien, hormis peut-être, allez, vraiment si on va le tirer un peu loin, une divergence qui n'est que potentielle actuellement. Hein, vous le voyez ici comme moi, vous avez des magnifiques divergences, notamment en daily, qui sont en train de se positionner. Et tant qu'on ne clôture pas et on ne vient pas clôturer en dessous de la target ou de l'objectif d'Hermès, pardon, hein, qu'on avait déjà délimité il y a quelques mois, voire années de cela, c'était en dessous des 41 000, 41 500 $, une clôture sèche, sans réintégration, sans prise de contrôle. Pas on va chercher le déséquilibre de marché et on repousse pour aller chercher de nouveaux plus hauts. On attend bien, donc c'est émotion, confirmation, acceptation, et on prendra l'accélération potentiellement pour aller chercher tous ces trucs-là. Je le jouerai très probablement sur les options. Personnellement, vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais pris une option de couverture, c'était pour les strike price de novembre, donc le 24 novembre. J'avais repris un long de couverture à ce moment-là, puisqu'on était toujours sur le premier arrêt, et j'avais dit que j'avais encore une deuxième partie de ma position, notamment sur les options, du côté de Bybit, pour pouvoir, d'ici fin janvier. Parce que les max paying price sont toujours aux alentours des 30 000, 31 000 $. Juste ici, vous le voyez, 29 décembre, max paying price 31 000 $, ça finira bien par se retrouver, hein, et puis vous avez ici des strike price à 40 000 $. Donc je le redis, je doute qu'on aille chercher ce strike price, mais ça me fait mentir. Une fois encore précédemment, ça m'avait déjà fait mentir il y a bien longtemps, mais c'est finalement sur ces formes de répétition. De façon globale, hein, sur une centaine de strike price, sur une centaine de max paying price, mais il semblerait que le cours vienne épouser ce max paying price. Alors ça ne veut pas dire qu'il restera tout le temps à 31 000 $. Hein, il va continuer à s'apprécier dans le temps, bien évidemment d'ailleurs. Si on prend celui du mois de mars, hein, c'est aussi des belles expirations du mois de mars. Actuellement, c'est 32 000 $, et vous avez même des strike price à 50 000 $. Donc vous comprenez bien qu'ici, en fonction du marché, les options se naviguent tout simplement au même titre que les capitaux. Donc je reste quand même assez attaché à cette boussole. C'est la seule boussole temporelle qu'on peut rationnellement avoir en plus de la ligne et en plus de la programmabilité du Bitcoin, puisque ici sur les options on ne se bat pas contre le prix, on se bat uniquement contre le temps, évidemment. Voilà, donc ça c'était plutôt côté bébert également. On peut éventuellement aller les récupérer. Bon, pas plus de choses à dire. Maintenant, vous avez quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est du côté de Ethereum. Et on peut faire éventuellement ce navigo avec Ethereum sur ce qui est en train de se passer également. On retrouve exactement ici, plutôt bouboule, hein, on va le dire franchement, la cassure de ce biseau, rétrécissement, qui est plutôt considéré comme un raising wedge et qui vient de se faire casser par le haut. Dès lors, les bouboules, qu'est-ce que vous voulez? On va chercher les objectifs beaucoup plus hauts, et les bears, les réintégrations. Donc une réintégration. Donc ici, on n'a qu'une forme d'émotion. On n'a pas encore la confirmation, voire l'accélération. On se mettra plutôt sur des bougies ici en weekly. Hein, c'est plus important. Donc ici, émotion. On attend la clôture, confirmation. Potentiellement une bougie d'acceptation. Et même combat sur Bitcoin, accélération. Donc on pourrait avoir une accélération, une reprise de dominance, puisqu'on le voit qu'on arrive sur des points clés au niveau de la dominance Ethereum-Bitcoin. On l'a vu hier. Il est probable que si Bitcoin souhaite aller sur les 48 000 $, on vient de le voir juste avant, il y a des chances non négligeables d'y parvenir, sur des stops très très serrés, faites très attention quand même et couvrez-vous bien, c'est toujours la même chose. Ne soyez pas trop
trop certain, avec trop de certitude pour aller chercher ces objectifs de prix, puisque généralement, c'est là où on commence à voir des distributions, notamment des whales. Donc, vous êtes la contrepartie de ces whales-là, il faut bien le comprendre comme ça. Et au même titre que les vendeurs à découvert sont les contreparties de la prise de profit de ces vendeurs-là, s'ils se font liquider, évidemment. Donc, on a exactement la même situation sur Ethereum pour aller chercher ces objectifs beaucoup plus haut. Ok. Par contre, ça, c'est côté plutôt boule, donc on attendra ces confirmations-là, ces confirmations donc en weekly, et côté des para-range, on a exactement la même chose au niveau d'Ethereum. On arrive sur des points théoriques clés, juste là. Un, sur ce middle para-range, avec une extrusion au-dessus de ce range-là, donc émotion, on attend donc la confirmation ici en weekly, et vous arrivez également sur quoi? Le premier arrêt. Tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. Ce nouveau plus bas sera peut-être catalysé par une réintégration. Donc, spectateur de ce marché, on attend. Mais il y a de boire à manger, éventuellement pour tout le monde. Ce que les boules ne veulent pas voir ici, c'est toute forme de réintégration. Voilà. Donc vous avez un magnifique bloqueur ici au niveau du premier arrêt sur Ethereum. Donc ça ne va pas être de la tarte à passer, au même titre que ça ne va pas être de la tarte de structurer, de clôturer au-dessus des 44 000 ou 43 000 $ Bitcoin pour la fin du mois de décembre. Ça va être extrêmement difficile. On parle ici de King June en mensuel et l'SSB en mensuel. On le regardera d'ailleurs juste après si vous le souhaitez. Et vous avez des club bloqueurs également sur le RSI. Si je passe en weekly, plutôt joli de l'observer. Vous avez en fait ici backtest, rejet. C'était clairement ici, vous vous rappelez, au niveau du juin 2019. Ici également une forme de divergence. Et on vient chercher exactement cette grande ligne de benzing sur les 400. Ça aurait été intéressant de venir faire ce wake-off check d'un W en trimestriel. Ça aurait été magnifique. Donc bloqueur. Ici également un bloqueur avec derrière en fait le crack Covid. Mais il y avait, avant cela, on aurait quand même pu avoir une petite correction. Et vous avez exactement la même situation. Ici, un bloqueur, et on est en train de travailler ce bloqueur-là. Si on vient le casser et accepter au-dessus, donc ça veut dire confirmation, acceptation et potentiellement accélération, c'est très bullish. Mais actuellement, les vendeurs ont également des bloqueurs. Ils peuvent les utiliser pour éventuellement essayer de trouver des petits plaies. Voilà. Pas plus de choses à dire. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on voulait voir. Toujours une grande point d'interrogation par rapport à ces woundings négatifs vis-à-vis de Binance. Il semblerait que des très gros portefeuilles, ou en tout cas des personnes pas forcément bien intentionnées, plutôt par rapport à la valorisation de Bitcoin ici, puisqu'ils veulent plutôt jouer des shorts et un petit peu trop exacerbés, généralement, c'est exactement ce qu'on veut voir pour voir de la continuation haussière. Si les gens sur ces niveaux de prix, ça va trop vite, ça va trop haut, donc c'est forcément baissier, donc on soutient les open interest et on voit des fundings négatifs. Dans du Contango, au niveau des spreads qui sont redevenus positifs, honnêtement, gros warning pour les bears. Moi, quand je vois ça, plutôt, ça me donne envie d'acheter. Ça me donne pas envie de vendre personnellement. Bien évidemment, je peux me tromper. À ce moment-là, j'attendrai soit mes invalidations, si se prend un long, soit mes confirmations, si je cherche à vendre ce marché. Tout à l'heure, on aura également quelque chose, ce sera tout simplement l'emploi. Tant qu'il est sur le consensus des 3,9, rien de dramatique. Si on passe les 4,1, pourquoi les 4,1? C'est qu'on avait repris des discours prenants qui avaient fait réagir le marché. Lorsque Jérôme Powell avait pris possession de ses fonctions, c'était en 2018, c'était quand, 2018, me semble-t-il? Je ne sais plus quand il avait pris ses fonctions, Jérôme Powell. Bon, bref, c'est pas très grave. Il avait annoncé au grand jour qu'il commencerait à regarder réellement le chômage, le taux de chômage, si on venait à dépasser les 4,1. Voilà, donc entre guillemets, son seuil niveau alerte générale, pour Jérôme Powell, allez savoir d'où il le sort, mais en tout cas il le sort, c'est 4,1. Et ça, ce sont des informations, je pense, précieuses, fondamentales, qu'il faut quand même garder à l'esprit pour ne pas en fait s'inquiéter si celui-ci ne venait pas à s'exacerber. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que si on passe à 4,2, 4,3 au niveau du chômage, partez du principe que côté de Jérôme Powell, ce sera en fait quelque chose d'alarmant. En somme, il le prendra en considération. Ok, je pense que c'est vraiment très important de le prendre comme ça. C'est eux qui font le marché et c'est eux en tout cas qui dirigent la banque centrale. Donc honnêtement, ils ont du poids sur ce marché. Ils ont la possibilité en tout cas d'avoir... Ils l'enverront pas à zéro, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais techniquement, ils ont quand même une influence non négligeable par rapport à leur ingérence, évidemment. Bon, je relis un petit peu tout ce que j'avais dit, mais pas plus de choses, comme ça on peut aller relativement vite. Je fais juste 3 petites news. La première petite news, c'est celle-ci. Bon, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu, donc c'est génial, puisque on parlait plutôt ici de la consommation électrique. Et maintenant, on parle de la consommation d'eau. Donc, Bitcoin consomme plus d'eau que la ville de Washington, selon cette étude. Alors déjà, je suis très content qu'ils ont pris la ville de Washington, 300 000 habitants. Il faut savoir que les Américains, en moyenne, consomment 3 fois plus d'eau qu'un Français. Donc, je suis assez content d'avoir pris la ville de Washington. J'aurais préféré ça pour dire que la moitié de la ville de Paris, ça aurait été tout aussi
tout aussi intéressant. Ils auraient pu gonfler les chiffres là-dessus. Bon, bah, c'est pas très grave, ça reste une étude américaine. Donc, consommation à peu près de 450 litres par individu, ça fait 300, je sais pas combien, 500 milliards de litres par an, me semble-t-il. Donc, c'est à peu près la consommation, donc toute partie prenante par rapport à la consommation de Bitcoin. Maintenant, c'est toujours la même chose. Quelle est l'utilité de Bitcoin vis-à-vis de sa consommation? Si vous comprenez bien que ici, pour la grande majorité des gens, Bitcoin n'a aucune valeur, Bitcoin n'a aucun intérêt, Bitcoin n'a aucune utilité, il est véritablement dramatique de consommer de l'eau et de consommer nos ressources. Maintenant, si vous comparez ça à quelque chose qui consomme vraiment beaucoup d'eau, parce qu'on parle des États-Unis, donc on peut aller aux États-Unis sur les élevages bovins massifs et intensifs. On parle dans certains élevages de plus de 150 000 têtes de bétail. Il faut comprendre quelque chose de très important, c'est que pour produire, alors, je ne veux pas parler aux maximalistes bouchers, etc., et carnivores, hein, et je ne veux pas non plus m'adresser de façon générale aux végétaliens ou aux végétariens. Mais il semblerait qu'il faut entre 250 et 750 litres d'eau pour produire 1 kg de viande. Voilà. 250, 750 kg d'eau pour produire 1 kg de viande. Donc vous comprenez bien que je suis tout à fait d'accord, moi personnellement, et encore une fois c'est mon avis complètement personnel. Faisons donc des efforts. Diminuons par 2 notre consommation de viande et diminuons par 2 le taux de hash rate de Bitcoin. Vous verrez que on s'en sentira tout aussi bien physiquement, et Bitcoin au niveau de sa sécurité tout aussi bien, pas de problème avec ça. Je ne pense pas en fait qu'il faille réellement attaquer sur du tout ou rien. Il faut réellement avoir cette polarisation, cette pondération. Faire des arbitrages? Oui, des arbitrages constructifs dans le temps. Mais en réalité, je ne pense pas qu'il faille du jour au lendemain arrêter complètement notre consommation de viande. Je pense que la diminuer, c'est bien. Au même titre que de diminuer cette euphorie vis-à-vis du hash rate et du contrôle du mining de Bitcoin, ça devient complètement délirant. Voilà. Donc c'est aussi, au-delà de la consommation de ressources d'eau, au-delà de la consommation de ressources en énergie, c'est aussi de la consommation de ressources fiduciaires. C'est beaucoup d'argent de faire marcher des machines de Bitcoin, de les acheter, etc. Bitmain s'en porte tout aussi bien. Je rappelle que Bitmain, c'est le premier fournisseur de ASICs au monde, et c'est une entreprise singapourienne. Petit clin d'œil de mon précédent voyage. Très sympa d'ailleurs. Bon, pas plus de choses à dire par rapport à ça, pour pas offenser les carnivores, et je vous respecte bien évidemment. Quelques idées fausses sur la viande et l'élevage. Bon, c'est pas moi qui l'ai sorti, c'est République française, l'INRA. Bon, on est d'accord que chacun ses lobbyistes. Laissez-nous nos lobbyistes côté maximaliste Bitcoin, on vous laisse vos lobbyistes, il n'y a pas de problème avec ça. C'est une étude assez intéressante qui nous explique. Alors j'aime beaucoup ces études où c'est entre guillemets démenti, c'est qu'on va jamais en fait taper le fond du problème. On tape que la forme du problème. On explique le pourquoi. On ne dit pas le comment. Vous comprenez ce que je veux dire? Je trouve ça très intéressant de le comprendre. Et on fait toujours des trucs, on en fait mucho. Il faut 15 000 litres d'eau pour produire 1 kg de viande. Alors non, c'est pas forcément 15 000 litres d'eau, mais je pense que tout est parti parce qu'il faut le tracteur pour aller labourer le champ ou pour aller amener les bœufs, etc. Vous avez compris le truc. Donc ça peut consommer beaucoup, mais c'est pas le bovin en lui-même qui consomme 15 000 litres d'eau. Mais j'aime bien parce que on aurait pu dire 25 000 litres d'eau. Et en fait, non, c'est pas 25 000 litres d'eau, c'est 1500 litres d'eau. Donc ça paraît, c'est bon alors, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est dramatique, 1500 litres d'eau, c'est quand même beaucoup d'eau. On parle ici d'eau potable, évidemment. On continue avec ça. Je pense très franchement que la campagne américaine présidentielle a commencé. On avait vu quelques péripéties vis-à-vis de Trump par rapport à son procès, voire sa condamnation. Je serais très surpris de voir une condamnation de prison pour Trump. Et d'ailleurs, ça n'empêchera pas de se représenter. Hunter, le fils du président américain, inculpé pour fraude fiscale. Alors, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps, en réalité, qu'il a été déjà entendu, qu'il a été embêté par ces histoires de fraude fiscale, donc 2016-2019, mais on va le ressortir à bon et truand, avec du tweetos et des machines algorithmiques pour pouvoir nous pousser ce type de scandale. C'est bienvenu dans la campagne américaine, donc on fait du vieux pour faire du neuf, tout simplement. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Et j'ai bien aimé aussi l'apparition de Biden qui disait je suis pas sûr de me représenter s'il n'y a pas Trump, quoi. Si Trump ne se représente pas, je me représente pas. Bon, c'est une petite guéguerre d'ego, je pense. Je suis curieux de savoir quelle tournure ça va prendre au niveau de la présidentielle américaine, en sachant qu'on élit un président en l'espace de 4 mois aux États-Unis. C'est à peu près ça. Si on prend à peu près 6-8 mois en France pour élire notre président,
Ça, c'est réellement des études qui sont extrêmement sérieuses qui avaient été réalisées. Vous pouvez avoir n'importe qui. L'exemple parfait, c'est les deux derniers de nos présidents, c'est Emmanuel Macron et François Hollande. Ils sont arrivés de nulle part, en 6 mois, ils ont été élus. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Enfin, en 6-8 mois, ils ont été élus. Aux États-Unis, en 4 mois, ils prennent les décisions, les Américains. Et pour la grande partie d'entre eux, la veille des votes, ils ne savent pas pour qui ils votent. Bon, je trouve ça toujours sympa, c'est un peu folklorique. Dernière petite chose, je voulais vraiment aussi finir là-dessus. Alors, on va pas parler de Mike Kayser, on a déjà parlé régulièrement, plutôt un maximaliste Bitcoin. Il accompagne des milliers de gens, c'est un journaliste, animateur, etc. Il est proche du pouvoir, notamment de l'Iran, du Qatar, etc., de l'Arabie Saoudite. Donc, il a travaillé là-dessus. D'ailleurs, sa chaîne et ses émissions sont financées par les Orientaux. Donc, c'est quelque chose de très positif. Dès lors, on peut éventuellement le prendre en considération. Maintenant, c'est pas la première fois qu'il nous le sort. D'accord ? Et ça fait toujours très gros, hein, c'est un buzzman, hein. On peut éventuellement le catégoriser comme ça. Par contre, je pense qu'il est quand même bien renseigné sur ces sujets-là, parce qu'il n'est pas dans sa chambre, hein. Il sort et il est proche de ces parties-là. Bon, le Qatar achèterait pour 500 milliards de dollars en Bitcoin. Bon, premier démenti, c'est compliqué parce qu'il semblerait que le fonds qatari, et ça s'est présenté dans Contribute, qui s'élève à 475 milliards. Donc, ce sera très probablement pas 500 milliards. Maintenant que le Qatar, d'autres avec le Qatar, c'est tout à fait possible. Mais je pense honnêtement que c'est clairement le risque haussier de Bitcoin sur ce cycle. On peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. Le jour en fait où ces fonds souverains qataris, saoudiens, qui commencent vraiment à s'intéresser à Bitcoin et le dire publiquement et ouvertement, parce qu'on rappelle que d'ailleurs un émir du Qatar est parti en visite le mois dernier, notamment au Salvador, donc c'est pas quelque chose d'anodin, à partir du principe que ça va faire vraiment quelque chose au prix et au cours, de façon assez brutale. Et ça, personne ne peut le prédire, personne ne peut le savoir. Et généralement, ils font pas ça en demi-mesure. Hein, c'est pas des Américains, hein, les Saoudiens, c'est quand ils disent quelque chose, ils le font, et ils le font pas qu'un peu. Et généralement, ils le disent haut et fort. C'est pas des filous comme BlackRock, par exemple, qu'on apprend que depuis 2022, ils ont un trust privé qui permet d'acheter du Bitcoin. Qui achètent du Bitcoin. Il semblerait qu'ils en aient 15 000 aujourd'hui à peu près de Bitcoin BlackRock sur un trust de private equity privé. Aux États-Unis, dans le Delaware. Oui, je crois que c'est dans le Delaware. Enfin, ouais, offshore, quoi, si vous voulez. Comprenez-le comme ça. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. Donc, ceci est une excellente nouvelle. Généralement, ces nouvelles-là arrivent vraiment dans la tendance. Généralement, ces gens-là, qu'on le veuille ou non, ils achètent au pire moment. Qui, en fait, pour eux, est considéré comme le meilleur moment. Dès lors, je ne serais clairement pas surpris d'entendre dans une forme de fractal, de voir ici un fonds saoudien achète pour 100 milliards de dollars en Bitcoin, ou 10 milliards de dollars, pas forcément des grosses sommes, mais 10 milliards de dollars en Bitcoin. Là, ça catapulte réellement le cours, parce que c'est un effet aspiratoire. Et si on n'a pas encore connu, on n'a jamais encore connu de choc d'offres sur Bitcoin, il est probable qu'on le crée en fait ce choc d'offres. Et là, je donnerai pas d'objectif de Bitcoin parce que ça pourrait devenir délirant, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Ce serait une emprise complètement folle à l'échelle humaine. Donc il faut vraiment, alors pas forcément prendre un argent comptant ce que Kayser dit, mais au moins tendre l'oreille pour dire que ça va finir par arriver. En fait, tout ce qu'on dit depuis des années maintenant, ça finira très probablement par arriver. La question, c'est de savoir est-ce que je suis ou pas suffisamment positionné, ou juste positionné, et à quel moment, éventuellement, je pourrais en profiter. C'est surtout ça. Plus le temps passera, plus ce sera en fait imminent. Donc le temps joue avec nous. Le temps ne joue pas contre nous, investisseurs. J'espère que je vous ai aidé. Désolé pour le live de tout à l'heure, 12h30, mais je ne serai pas disponible. Et je vous souhaite un excellent week-end. Et si vous avez la moindre question, commentaire, on se retrouve sur le Discord des Rois du Marché. Ciao.